Merci beaucoup. Je vais vous faire un petit point sur les aspects épidémiologiques en France et dans le monde de cette épidémie, de ce syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ce MERS-CoV, que nous avons vu apparaître en 2012. Donc, je ne présente aucun conflit d'intérêt, je le confirme. Alors, voilà notre sujet, notre objet, MERS-CoV. MERS-CoV a été isolé pour la première fois en juin 2012 chez un patient en Arabie Saoudite. Alors, il a eu plusieurs noms. Il s'est appelé d'abord Erasmus Medical Center Coronavirus, ensuite nCoV, pour finir MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Alors comment est-ce que tout ça a commencé du point de vue des épidémiologistes que nous sommes? L'alerte initiale est arrivée en Jordanie en avril 2012. La Jordanie a signalé un épisode de syndrome respiratoire sévère d'origine inconnue. Et ce genre de constat fait l'objet de signalements, et nous avons eu donc ce signalement au travers de CDC, qui est notre agence européenne. Alors le résumé était relativement simple. Il s'agissait d'un épisode de maladie respiratoire rapporté par les médias dans un service de soins intensifs dans un hôpital de Zarqa en Jordanie, où 7 infirmières, un médecin et un membre de la famille d'un patient ont été infectés à partir de ce patient, dans un syndrome clinique qui ressemblait à une pneumonie, mais qui n'a pas pu être identifiée. Et quelques sources non confirmées évoquaient d'autres cas et d'autres victimes. Donc ECDC, qui est le European Center for Disease Prevention and Control, qui est l'équivalent de l'Institut de veille sanitaire au niveau européen, a donc commencé son risk assessment. Mais il faut reconnaître qu'à ce moment-là, nous n'avions vraiment pas grand-chose à nous mettre sous la dent, sinon le fait que ce cluster de cas était inquiétant et que se trouver face à un agent infectieux qui provoque de tels clusters chez des soignants qui sont a priori en bonne santé était un élément d'alerte. Alors l'alerte s'est renforcée en septembre 2012, le 15 septembre, avec le signalement par nos confrères britanniques de la présence de ce nouveau coronavirus, avec une identité de 99,5% en termes génétiques avec celui d'Erasmus, chez un patient qui avait voyagé en Arabie Saoudite avant le début de la maladie, un patient originaire du Qatar et qui a été transféré au Royaume-Uni. Donc, dès octobre 2012, la menace s'est précisée, le virus a été identifié et une surveillance spécifique s'est mise en place à tous les niveaux, nationaux et internationaux, puisque nous avions encore en tête le souvenir du SRAS et nous ne savions absolument pas ce que ce virus-là nous réservait, le cluster jordanien étant par définition inquiétant. Alors, la surveillance s'est mise en place. Elle s'est mise en place, chacun a joué son rôle dans cette surveillance. ECDC a publié le 24 septembre, donc quelques jours après, le premier Rapid Risk Assessment, c'est son métier de publier, de faire de l'évaluation de risque au niveau européen sur ce syndrome. Et ce que nous attendions le plus, c'est d'avoir une définition de cas, parce que pour pouvoir détecter, il faut se mettre d'accord sur la définition de cas. Et donc, ECDC a élaboré la première définition de cas et nous avons organisé, chacun dans nos pays, la surveillance. Et c'est donc l'IVS, l'Institut de veille sanitaire, qui en est responsable pour la France. Très rapidement, les méthodes, la PCR a été publiée pour que chacun puisse disposer d'une méthode validée, même si ça n'a pas été aussi facile que ça au début. Mais en tout cas, la PCR a été mise à disposition, la méthode a été mise à disposition le 27 septembre. Et le Centre national de référence de Pasteur a été opérationnel la première semaine d'octobre. Donc tout ça ne s'est pas fait spontanément, hein. Ce sont des procédures, des protocoles que nous avons et qui nous permettent, qui sont préparés longuement à l'avance et qui nous permettent de réagir devant ce type de menace. On pourra en parler ultérieurement si ça vous intéresse. Alors, la définition de cas, c'est la clé du dispositif de détection, de diagnostic et de gestion de ce type d'épidémie. Donc la définition de cas, c'est toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les pays listés ci-dessous, c'est-à-dire en gros dans la péninsule arabique et les pays limitrophes, qui, au cours des 14 jours après leur retour, présentent des signes cliniques, radiologiques et ou radiologiques de détresse respiratoire aiguë,
ou d'infection du parenchyme pulmonaire. Alors il y a des images qui sont plus ou moins spécifiques, Benoît Guéry pourra peut-être y revenir, avec une fièvre supérieure à 38, de la toux, sans autre étiologie identifiée. Et, point important, pour les immunodéprimés, nous avons des difficultés diagnostiques particulières parce qu'ils peuvent présenter des tableaux qui sont atypiques, notamment des tableaux digestifs qui peuvent tromper les cliniciens dans les premiers jours. Donc ça, c'est la définition de cas. On y ajoute bien sûr tout contact d'un cas possible confirmé ayant présenté une infection respiratoire aiguë, donc tout contact d'un cas répondant à la définition de cas qui, dans les 14 jours après le contact, présente le même type de symptômes. La confirmation se fait par PCR et donc voilà le protocole d'identification des cas. Alors, les partenaires impliqués, parce que quand on est face à une émergence de ce type-là, il faut s'organiser au niveau individuel autour du patient et il faut s'organiser au niveau collectif. L'objectif de l'organisation, c'est de détecter et c'est de limiter la transmission. Donc il faut détecter, diagnostiquer, mettre à disposition des laboratoires qui ne sont pas nombreux sur le territoire. Et au début d'une épidémie comme ça, c'est le CNR, le Centre national de référence, un seul centre en France. Et puis, il faut très rapidement être capable de mettre en place l'isolement du patient, la recherche de contacts, l'isolement éventuel des contacts si eux-mêmes ont été contaminés. Donc, c'est une très grosse organisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau local, depuis le lit du patient jusqu'au niveau des autorités françaises et européennes, parce que certains patients ont des contacts dans les avions, par exemple. Et quand un avion arrive dans un aéroport avec un patient malade et qu'on confirme ce patient, il faut aller après faire ce qu'on appelle du contact tracing sur l'ensemble des passagers qui sont disséminés en Europe ou dans d'autres pays du monde et arriver à les tester. Donc ce qui explique que cette image peut paraître un peu compliquée, mais en fait, chaque acteur, c'est exactement le rôle qu'il a à jouer. Vous avez ici le niveau clinique, le déclarant, et celui qui va avoir à gérer le cas. L'agence régionale de santé qui va lui mettre à disposition les moyens de faire l'enquête, de faire l'investigation, de savoir et en même temps d'isoler correctement le patient, de savoir vers quel service l'adresser si c'est nécessaire. Et puis au-dessus, vous avez la veille sanitaire, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de veiller, détecter, rassembler les cas et donner une image épidémiologique de la situation. La CIR au niveau régional, c'est l'Institut de veille sanitaire régional, l'Institut de veille sanitaire et les Arlins et les Séclin que vous connaissez bien pour le versant nosocomial. Ici, là, le CNR qui s'occupe de la validation de la validation des diagnostics et de leur mise en œuvre, surtout au début. Les sociétés savantes, là c'est la partie gestion, je laisserai le directeur général de la santé vous expliquer comment ça se passe. Et puis l'agence européenne et la Commission européenne qui sont responsables des mesures au niveau européen. Alors comment est-ce que ça a fonctionné ? Ça a plutôt bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné, je dirais, grâce à vous les cliniciens, puisque nous avons eu, dès le début de la mise en place de la définition de cas et du système de détection, au travers des sociétés savantes, au travers de vos réseaux, nous avons eu des signalements qui sont arrivés et qui étaient dans la plupart des cas tout à fait pertinents et qui méritaient qu'on se pose la question du coronavirus à chaque fois devant ces tableaux cliniques. Alors vous avez là les deux cas observés en France, dont Benoît Guéry vous parlera tout à l'heure, un cas importé des Émirats arabes unis et puis un cas contact de ce cas importé. Et là, vous avez l'ensemble des signalements. Alors, quand on a un signalement, on a plusieurs étapes. On a une première étape qui est une étape de discussion clinico-épidémiologique pour voir si le cas est possible. Il y en a qu'on rejette sur la base de notre expérience épidémiologique et de la discussion avec le clinicien, qu'on peut rejeter parce que le délai n'est pas compatible, la personne est rentrée depuis trop longtemps, etc. Donc cette discussion nous permet de sélectionner parmi tous ces cas ceux qu'on va considérer comme des cas possibles, que vous avez ici en bleu plus foncé. Et puis, la PCR nous permettra ensuite de les caractériser comme confirmés ou pas. Alors, vous voyez l'allure de cet histogramme. En fait, on a eu
beaucoup de signalements après les 2 premiers cas identifiés en France. Ensuite, ça s'est à peu près calmé, et puis on a eu 2 vagues qui sont des vagues de retour de la péninsule arabique, qui sont les 2 pèlerinages à la Mecque, qui sont le petit pèlerinage et le Hajj, pour laquelle nous avons eu beaucoup de cas à traiter. Voilà, alors je vous passe rapidement l'organisation de l'Institut de veille sanitaire pour répondre à ces situations, juste pour vous dire qu'on est capable de déployer, en fonction de l'intensité de la situation, dans une salle de situation et une organisation interne particulière, de mettre au service du signalement, de la réponse aux cliniciens et de l'évaluation de la situation épidémiologique, très rapidement une infrastructure assez forte. Voilà, donc, et là, c'est l'explication des niveaux de mobilisation des épidémiologistes, mais c'est peut-être pas ce qui présente le plus d'intérêt pour vous. Alors, un mot sur la situation internationale à ce jour. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'était le 10 janvier, la situation n'a pas beaucoup évolué, on doit avoir 1 ou 2 cas supplémentaires depuis. On a 178 cas qui sont confirmés et 75 décès. C'est la partie émergée de l'iceberg, on en est conscient. Mais les pays concernés font de plus en plus d'efforts pour identifier correctement ces cas. Alors, où se situent ces cas? Ça, c'est important à avoir en mémoire parce que ça permet de bien savoir comment on va pouvoir être alerté par un cas ou pas. La très grande majorité des cas se sont situés dans la péninsule arabique, sont originaires de la péninsule arabique. Ça va d'Israël en passant... alors, on n'a pas de cas en Israël, mais on considère que les pays limitrophes sont aussi concernés. La Jordanie, l'Arabie saoudite, qui est quand même le plus gros pourvoyeur de cas, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït. Nous avons eu des cas en Tunisie, mais qui étaient importés de la péninsule arabe. Et en Europe, nous avons eu soit des cas importés directement, soit des contacts de cas importés, notamment au Royaume-Uni et en France. Donc on a une localisation géographique qui est très particulière. Voilà, là c'est la même chose sous une autre forme, c'est que vous avez en bleu les cas, la plupart des cas originaires d'Arabie saoudite, et on voit bien que c'est un très gros pourvoyeur et que ça reste à peu près stable dans le temps. La Jordanie ayant signalé le premier cluster avec un peu de retard et signalant aussi plutôt par cluster, mais là il faut tenir compte par groupe, mais il faut tenir compte aussi des délais de signalement qui sont très aléatoires dans ces pays-là. Donc voilà, une épidémie qui ne s'est pas répandue comme le SRAS de façon fulminante, mais qui reste bien présente et qui est capable de provoquer des clusters graves et difficiles à limiter. Alors, où en sommes-nous sur la connaissance maintenant épidémiologique de la maladie? Alors, cette maladie touche très clairement des hommes de plus de 50 ans et des hommes ayant des comorbidités. C'est vraiment la grande majorité des cas index. Les cas contacts des cas index sont en général un peu plus jeunes et en meilleure santé. Mais vraiment, le cas index, c'est un homme présentant des comorbidités, souvent une immunodépression, et on a eu aussi des clusters dans un service de dialyse. La létalité est élevée, elle est supérieure à 40% et plus élevée parmi les hommes, évidemment les plus âgés et les plus comorbides. Et c'est quand même une pathologie qui est extrêmement sévère, qui conduit dans 90% des cas à l'hospitalisation et dans 75% à la réanimation, et souvent une réanimation lourde et prolongée. Voilà, les symptômes, on en a parlé tout à l'heure. Alors la transmission, c'est un des points les plus intéressants et qui recèle encore beaucoup de questions avec ce MERS-CoV. Vous avez là l'exemple de ce cluster de dialyse que j'évoquais tout à l'heure. On part d'un patient, donc vous avez en cercle les cas confirmés et en pointillé les cas probables. Donc ces deux-là sont des cas qui ont été identifiés rétrospectivement à partir du moment où on a vu émerger un cluster de cas dans cette unité de dialyse. Donc on voit qu'il y a une transmission importante de patient à patient dans un service qui, par définition, concentre des personnes qui sont plutôt immunodéprimées ou porteurs de comorbidité. Et puis, on a quelques membres de la famille et quelques soignants ici, mais avec une transmission moindre qui sont affectés.
Alors un petit mot sur la charge virale. Alors c'est plus sur le profil clinique, mais il y a une chose importante à garder en mémoire, c'est que la charge virale est importante dans le tractus respiratoire inférieur. Ça nous pose beaucoup de problèmes de diagnostic parce qu'il est clair qu'on ne peut pas se fier à un diagnostic fait sur un prélèvement pharyngé. Il faut vraiment aller chercher les aspirations, il faut vraiment avoir du prélèvement profond respiratoire parce qu'on peut avoir des faux négatifs avec les prélèvements pharyngés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde en mémoire. Mais néanmoins, l'excrétion peut être très prolongée. Le second malade, je crois, de Lille a vraiment excrété pendant très longtemps son virus. Et puis on retrouve aussi du virus, mais ça, c'est Benoît Guéry qui est l'auteur, vous en dira plus que moi, dans le sang et dans les urines, ce qui veut dire que on a encore beaucoup de choses à apprendre sur ce virus. Je reviens à la transmission. Un des paramètres clés en épidémiologie, c'est le taux de reproduction, qui nous permettra de dire si on a une menace de transmission d'épidémie importante ou pas. Pour ce coronavirus, et tant qu'il n'a pas muté, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a un potentiel de mutation qui reste important chez les coronavirus, on a un R0 qui a été estimé par 3 auteurs, dont Simon Cochemet, qui est maintenant à l'Institut Pasteur, qui est inférieur à 1. Ça veut dire qu'un cas est susceptible de transmettre à moins d'un cas. C'est pour le moment quelque chose de rassurant, puisque ça signe une probabilité faible d'évolution vers une situation épidémique si le virus ne se modifie pas. Ça veut dire, alors néanmoins, ça n'enlève pas la gravité de la situation, parce que même un faible taux de transmission peut avoir des conséquences fortes sur les 2 ou 3 contacts qui auront été contaminés. Ça, c'est une petite vision du coronavirus dans la famille des coronavirus. Vous savez que les coronavirus sont des virus qui sont portés essentiellement par les chauves-souris et par certains mammifères. Et on voit que notre coronavirus, notre MERS-CoV, est très proche d'un coronavirus qu'on trouve chez une chauve-souris qui s'appelle la pipistrelle. Donc la chauve-souris est effectivement assez suspecte d'avoir joué un rôle dans l'émergence de ce coronavirus. Bon, par ailleurs, vous savez qu'il y a aussi des coronavirus humains qui sont responsables, les uns du SRAS, très grave, et les autres de rhume de cerveau qui vous atteignent chaque année. Donc, il ne suffit pas de signer coronavirus, MERS-CoV est un coronavirus particulier comme celui du SRAS. Alors sur le réservoir, on a des données sérologiques qui commencent à émerger et très clairement, on a identifié la chauve-souris et le dromadaire comme des hôtes naturels avec des homologies fortes avec le MERS-CoV humain. Alors, ceci étant dit, on n'en sait pourtant pas beaucoup plus sur la façon dont ça se transmet de l'animal à l'homme. On a beaucoup investigué le parcours des patients français dans les Émirats arabes unis, ce qu'ils avaient mangé, ce avec quoi ils avaient été en contact. Notre malade avait été en contact avec des dromadaires, avait croisé des dromadaires, avait croisé des faucons, mais on n'a pas pu identifier exactement la façon dont ils s'étaient contaminés, et c'est le cas pour la plupart des malades de l'épidémie dans le monde. Alors on a 2 hypothèses. Soit on a le contact animal homme-animal qui est prédominant, avec une faible transmission au-delà des cas index ayant été en contact avec les animaux, ou alors on a un contact initial animal qui peut donner de très larges transmissions humaines. Le tableau épidémiologique aujourd'hui serait plutôt en faveur de cette hypothèse, mais on ne peut vraiment rien affirmer. Et puis on ne sait pas quel rôle la chauve-souris a joué, puisque dans les investigations épidémiologiques, on n'est pas arrivé à retrouver de grottes, de présence de chauve-souris, mais on sait qu'elles peuvent laisser des excréments un petit peu partout, on sait qu'il peut y avoir aussi d'autres hôtes intermédiaires, on sait que certains aliments peuvent transmettre des germes issus d'excréments de chauve-souris, donc c'est assez compliqué. Voilà. Il reste un certain nombre de questions sur ce virus. Les formes asymptomatiques, quelques cas de formes asymptomatiques ont été identifiés autour de clusters, mais on ne sait pas du tout quel est le nombre de ces formes. Ça peut probablement jouer un rôle dans ce qui semble être un saut du virus d'un endroit à un autre sans qu'on comprenne pourquoi, mais on ne sait pas si ce sont des formes asymptomatiques humaines ou si ce sont des dromadaires ou d'autres animaux qui se sont baladés entre les deux. Les facteurs de risque,
On a des facteurs de risque de gravité, mais on ne sait pas exactement quels sont les facteurs de risque de contamination. Les outils diagnostiques demandent encore à être améliorés pour être totalement fiables. Et puis, il y a énormément de recherches cliniques à faire sur à la fois la clinique, le diagnostic et les traitements. Voilà, en conclusion, l'épidémie est toujours présente. On a des foyers de transmission mal identifiés qui persistent dans la péninsule arabique. Le risque de diffusion de l'épidémie reste limité, mais au cas par cas, c'est un risque de contamination, de transmission d'homme à homme qui est important et qui légitime des mesures, un dispositif de détection à la fois clinique et épidémiologique au niveau national, avec l'importance du signalement par les infectiologues, les réanimateurs et les médecins qui ont à prendre en charge ces patients pour vraiment identifier immédiatement une émergence si c'était nécessaire. Donc il faut absolument maintenir les efforts de détection précoce et de surveillance. Et puis bien sûr, on a un champ de recherche autour de ce coronavirus qui est immense. Voilà, je vous remercie.